Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans une série Terroir gourmand, nous partons dans le Tarn découvrir le Castrais. Gaël nous expliquera la culture de l'aérose de Lautrec, de sa récolte à son séchage. Christophe nous présentera sa production de melons. Les papilles sucrées se régaleront avec la préparation du poumpette et les amoureux des épices sauront tout sur le safran. Je vous laisse en compagnie des producteurs de ce terroir et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Sous le soleil ardent du sud-ouest, dans le Tarn, près d'Albi et de Toulouse, se trouve le pays castrais. Cette région est bercée par des plaines agricoles ensoleillées, des forêts ombragées, mais aussi par de douces collines et des montagnes annonçant les Pyrénées. Au nord du terroir, le parc naturel du Haut-Languedoc. Situé sur la ligne de partage des eaux, il offre des paysages variés mélangeant l'identité méditerranéenne avec celle de l'océan Atlantique. Arrosé par l'Agout, qui se jette plus au nord dans le Tarn, le pays castrais est marqué par la présence de l'eau, mais aussi et surtout par une impressionnante formation de chaos granitique façonnant les vallées et le lit des rivières. Ce massif nommé Cidobre représente le plus grand ensemble de rochers granitiques de France. La production de granit constitue donc l'une des principales activités économiques de la zone. De nombreux villages sont eux aussi remarquables. Les cités médiévales ne manquent pas, comme ici à Lautrec, à 15 km au nord-est de Castres. C'est ici qu'est produit l'ail rose de Lautrec, un ail très réputé. Malgré les intempéries en ce début d'été, Gaël Bardou et son équipe peuvent commencer la récolte des premières gousses. La terre, encore un peu humide, colle et complique la manœuvre. Il faut alors veiller à ne pas enrayer la machine. Stop. Vas-y. C'est bon? Ouais. Il y a des herbes qu'elle n'aime pas la machine non plus. Ça bloque bien ça. C'est joli, mais ça bloque bien. Vous voyez, on a un peu de terre cette année, parce qu'on a eu un printemps très pluvieux. Donc du coup, ça pose un peu de problème après pour la récolte, quoi. Mais vas-y, fais tourner, Mathis. La légende dit qu'un marchand ambulant s'est arrêté au Moyen-Âge dans une auberge à Lautrec. Et au moment de payer, donc, il n'avait pas d'argent sur lui, il a proposé à l'aubergiste de payer son repas avec quelques têtes donc, de ce fameux ail. L'aubergiste, ne connaissant pas ce produit, un peu interloqué, du coup a décidé, et curieux surtout, a décidé d'accepter et l'a replanté dans son jardin. L'année d'après, il l'a multiplié et a proposé aux paysans autour de continuer à cultiver donc, cette nouvelle culture sur Lautrec. Et petit à petit, ça s'est amplifié jusqu'à arriver à connaître l'ail rose de Lautrec comme on le connaît aujourd'hui. L'ail rose de Lautrec est désormais cultivé par 162 producteurs pour une quantité d'environ 700 tonnes chaque année. L'un des premiers labels rouges de France fut donné à cet ail en 1966. Et en 1988, il reçut également une indication géographique protégée, IGP, une appellation mettant en valeur son appartenance au terroir. Alors là, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu comme les cépages aussi. Vous savez, un cépage qui va être planté dans un coin en France donnera pas à la fin un vin du même goût que le même cépage dans un autre coin. Voilà, ben dans l'ail, c'est un petit peu pareil. Donc l'IGP, justement, a été déterminé sur les 88 communes par rapport à des terroirs similaires à celui de Lautrec, donc argilo-calcaire. Vous pouvez le planter dans un jardin ailleurs en France, peut-être qu'il ne va pas bien se développer, parce qu'il ne s'y plaira pas. Très impliqué dans la valorisation de son produit, Gaël est aussi président du syndicat de défense du label rouge et de l'IGP Ail de Lautrec. Il a repris la ferme familiale et produit désormais de l'ail sur 8 hectares. Moi je suis la 4e génération, j'ai baigné dedans, quoi. Je suis tombé dedans tout petit et j'ai eu envie de continuer, quoi. C'est un produit intéressant parce que ça reste toujours un plaisir et une fierté de travailler un produit de qualité. Et au-delà de ça, dans le Lautricois, c'est un produit qui fédère beaucoup.
vraiment autour, quoi. Ça fédère les producteurs, ça attire du monde à Lautrec aussi, en même temps, ça participe à la renommée du village. C'est un tout. Donc là, en fait, on est obligé de tout charger toujours à la main. On fait beaucoup de choses à la main dans notre travail, pour le redécharger après là-bas. C'est vraiment pour le transporter, quoi. La récolte s'étale sur environ 10 jours. Une fois ramassée, l'ail est mise à sécher à l'air libre. Le label rouge implique un séchage de 3 semaines, faisant perdre à l'ail 25% de son poids. Gaël pourra ainsi commencer la commercialisation de sa récolte annuelle. Ah, ça va pas aller là, faut qu'il avance. Là, droit. C'est mieux pour eux. Ouais, je me doute bien. Je te fais passer les paquets. Donc là, en fait, une fois qu'on a ramené l'ail du champ, ça consiste tout simplement, on se le fait passer pour le mettre à sécher de manière traditionnelle en plein air, quoi, naturellement. Une partie de l'ail rose ramassée sèche déjà depuis quelques jours. Gaël peut enfin s'atteler à la confection de grappes, dont il enseigne justement les premiers gestes à son fils. Normalement, on coupe le feuillage, on coupe les racines. Ensuite, on va le peler délicatement pour faire en sorte qu'il ne reste qu'une seule peau. Vous voyez, on parle d'ail rose de Lautrec, mais là, pour le moment, on ne le voit pas rose. En fait, c'est la couleur des cailleux, de la dernière peau qui est autour des cailleux qui est rose. Donc pour ça, on va le peler délicatement, en faisant attention de ne pas percer la dernière peau, qui est la plus fine et la plus fragile, pour faire ressortir donc la couleur rose des cailleux. Voilà. Vous voyez là, on devine de suite la couleur rose qui est du cailleux, en ayant la peau, la dernière tunique la plus fine, qui permet vraiment de faire ressortir la couleur. Ouais, voilà. Donc là, je vais les conditionner, je vais faire des manouilles, ce qu'on appelle. Alors c'est des grappes, mais nous à Lautrec on appelle ça des manouilles. Ça vient de l'occitan, on disait manouilla en occitan, et c'est resté, et maintenant c'est la manouille. Alors on dit amanouiller, et ça s'appelle la manouille, le produit fini. Contrairement à d'autres variétés, l'ail rose de Lautrec ne se tresse pas, car sa hampe florale devient rigide et cassante en séchant. Gaël confectionne enfin les manouilles avec de la ficelle. Une méthode traditionnelle qui permet de pendre l'ail afin de mieux le conserver. Si la culture de l'ail rose de Lautrec est ici une institution, sa dégustation aussi. Dans les ruelles de la cité médiévale de Lautrec, Françoise Carayol a ouvert un restaurant qui propose une cuisine locale et notamment la fameuse soupe à l'ail rose de Lautrec. Donc là, on a un ail qui est de l'année dernière, mais qui a très bien conservé. C'est d'ailleurs ce qui fait la réputation, entre autres, de l'ail rose de Lautrec, c'est sa longue conservation. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une recette qui a été créée à Lautrec, pour Lautrec et pour l'ail rose de Lautrec. Oh ben moi j'ai grandi nourrie à la soupe à l'ail. Hein. C'est en fait la grand-mère du maire du village, donc, qui était en fait des cousins de la famille, qui a donc appris à ma mère à faire la soupe à l'ail. Ici au restaurant, je la propose comme elle était faite à ses débuts, c'est-à-dire avec de l'ail, le grain entier confit dans le bouillon. On faisait ça avec le bouillon du pot-au-feu qu'on avait fait le dimanche, et puis voilà, on mangeait ça en semaine, on mangeait ça tout le temps, la soupe à l'ail. C'est vrai que la culture de l'ail à Lautrec, de l'ail rose de Lautrec, ça date du Moyen-Âge hein, quand même. Mais la recette telle qu'on l'a connue aujourd'hui, je pense que c'est fin des années 50 qu'elle a été élaborée. La soupe à l'ail est mise à l'honneur lors de la fête de l'ail qui se tient chaque année au début du mois d'août à Lautrec. Une grande manifestation réunissant 15 à 20 000 personnes et où sont servis plus de 3 000 litres de soupe. C'est un ail qui est très très doux, qui ne brûle pas. Et c'est un ail que vous pouvez mettre dans tous les plats, qui ne va pas prendre le pas sur la saveur des autres ingrédients. Au contraire, il va les relever. Il est très très doux, mais très très parfumé. Françoise et son mari ont ouvert leur restaurant il y a seulement 3 ans. Ils ont à cœur de travailler une cuisine très locale et proposent aussi des produits transformés par leurs soins, comme du chutney à l'ail rose de Lautrec.
Ils se fournissent auprès de producteurs tarnais qui, comme eux, s'efforcent de mettre en valeur les traditions du pays. D'ailleurs, mettre à la carte ce plat plutôt familial et rustique sonne comme un hommage au terroir. Ici, dans les restaurants, elle n'est pas tellement servie parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu rustique. Alors nous, c'est tout à fait dans notre... ça colle tout à fait à l'identité de la cuisine qu'on sert dans notre restaurant et de ce qu'on a voulu faire. C'est, oui, une petite cuisine familiale, même avec des plats rustiques. Enfin, moi, en tous les cas, c'est la cuisine que j'aime. Je trouve que ça parle vraiment de l'identité du pays. Non, c'est joli là-bas. C'est fleurs. Voilà, mesdames, bon appétit. Dans les ruelles de Lautrec, à quelques pas de là, Laurent Marty confectionne une pâtisserie typique, le poumpette. Ce gâteau feuilleté au citron puise ses origines au sud du Tarn, en plein pays castrais. Le beurre et la farine sont bien sablés. Je vais y rajouter les liquides. En plus du zeste et du jus de citron, Laurent ajoute un peu de vanille à la pâte qui sera feuilletée avec plusieurs couches de beurre et de sucre. Moi, je le fais depuis qu'on est ouvert. La boulangerie est ouverte depuis... Enfin, c'était une création depuis 10 ans. Et voilà, ça fait partie d'un de mes gâteaux. Je fais que des pâtisseries sèches comme ça, des gâteaux de ménage ou des gâteaux de voyage. Voilà, ça fait partie de ces gâteaux-là que je fais. Voilà. Dès que c'est mélangé, juste comme ça, on l'arrête. Alors je fais quelques gâteaux régionaux, donc, notamment le poumpette, puis après je produis des gâteaux comme le pastis pyrénéen qui est un cake de montagne, ou la tourte des Pyrénées qui est un gâteau ariégeois. J'aime bien les gâteaux enfin, qui ont une identité et une histoire qu'on peut raconter aux gens. Alors l'histoire du poumpette, ça a été repris après-guerre dans les années 50 là, par les pâtissiers du sud du Tarn, mais à l'origine c'est un gâteau de ferme et de fête. Ils mangeaient ça lors des fêtes, genre quand ils tuaient le cochon, quand ils faisaient des vendanges ou des choses comme ça, où il y avait de grandes tablées. Et en fait, les maîtresses de maison faisaient dans le sud du Tarn, faisaient ce gâteau-là. On peut retrouver d'autres types de gâteaux dans d'autres régions du Tarn. Par exemple, on peut retrouver le Mia, qui est un gâteau à base de farine de maïs, pareil, qui était consommé pour ces fêtes, enfin pour ces journées exceptionnelles. Dans ces fermes. Alors moi je l'ai découvert en visitant, j'étais boulanger conseil. Donc j'allais chez les boulangers qui produisaient ce gâteau et voilà, alors, il y en a un qui m'a donné sa recette. Je ne l'ai pas modifié, je l'ai gardé tel quel parce que je juge qu'il faut conserver la tradition et si on commence à trop modifier, on perd petit à petit, génération après génération, on risque de perdre l'essence même de cette recette. Donc la belle histoire de la fête de ferme qui est racontée derrière ce gâteau, il faut conserver la recette. Laurent fabrique le poumpette à Lautrec depuis maintenant 10 ans. Il s'applique à travailler avec des produits locaux, comme des farines du Tarn produites en biodynamie. À quelques kilomètres au nord de Lautrec se trouve le village de Groslay. Christophe Condaille produit des melons. Il se rend aujourd'hui dans ses parcelles pour vérifier la maturité des fruits. La culture du melon est ici une tradition familiale, nourrie par le travail de plusieurs générations. Mon grand-père qui a commencé à faire du melon, et puis mon grand-père l'a développé parce que ça lui plaisait, les marchés, énormément. Et puis après mon père a maintenu la production et moi j'ai continué après. Cette année, les fortes intempéries du printemps rendent très difficile la culture du melon. Ah ouais. Il y a un peu de maladie là. Ce fruit capricieux demande beaucoup de soleil et peu d'humidité, sous peine de rendre les plants malades. Bon, il y a un peu tout, milieu, bactériose. Nous, cette année, c'est exceptionnel. Hein. Parce qu'il n'y a pas de melon sur les pieds. Normalement, sur un plan greffé, il devrait y avoir au moins 4 melons. Et là, il y en a 1, 2. Bon, après, il y a des petits, mais bon, ils arriveront en même temps que les autres. Ça, c'est pas si on ramassera ou pas. Quoi. Donc, il a plu il a plu au mauvais moment. C'est sec d'habitude. Il peut pleuvoir, mais il refait beau de suite. Là, ça a duré trop longtemps. Trop longtemps. Donc, non, ça a vraiment été très particulier cette année. J'espère qu'elle restera une année particulière. Que ça se renouvellera pas trop souvent.
Le mauvais temps a également impacté la pollinisation. Ce sont les tout premiers melons que Christophe peut récolter. Allez, on reconnaître un melon qui est mûr. Hop, vous voyez, il décolle. Un coup de couteau, et voilà, il est prêt. Il fendit à peine. C'est le premier de 2018 avec 20 jours de retard sur l'année dernière. 21 même. Il craquelle, comme on dit. Il pèse, il sent bon. Parfait. Ils sont pas gros, puis on voit pas, c'est voilà. Il est seul quoi. Il n'y a pas de mise. Pour regarder, c'est du melon qui va arriver dans 10 jours, ça, pas avant. Ça, c'est les premiers qui se sont sauvés. Ceux-là, mais il s'en est sauvé très peu quoi. À l'époque du grand-père de Christophe, la culture du melon était courante. Désormais, cette tradition s'est perdue et ils ne sont plus que 3 producteurs dans le pays castrais. Tous les voisins faisaient une petite surface de melon qui allaient vendre sur le marché. Mais bon, je parle d'il y a 60 ans quand même, 50 ans, 60 ans. Il y a eu énormément de concurrence, donc les gens ils ont arrêté, quand c'était plus rentable, ils ont arrêté de faire du melon. Pour contrer ces problèmes de rentabilité, Christophe et son père ont décidé de diversifier progressivement leur production. Christophe cultive désormais en petite quantité des légumes de saison, comme des courgettes et des potimarrons, mais aussi des tomates en pleine terre, devenues rares face à la profusion de tomates poussant hors sol, un milieu maîtrisé et sans terre. Ben, c'est un complément du melon, quoi. Ça me permet la diversification, toujours pareil. D'avoir un autre produit que le melon. Et les gens demandent des tomates de qualité. Parce que plein champ, c'est très rare maintenant. Très très peu en forme. Je crois qu'en moyenne nationale, c'est 0,5% de la production. Ça n'existe plus. C'est quasiment que du hors-sol, en tomate. Puis on est protégé du mauvais temps, en serre, déjà. Et des maladies aussi, parce qu'ils ne produisent pas en sol, donc, mais c'est d'autres rendements, quoi. La qualité aussi. À seulement 3 km de ses parcelles, Christophe vend sa production sur son étal du marché de Groslay. Une ambiance qui a bercé son enfance, qu'il affectionne particulièrement. Moi, j'ai commencé, j'avais 8 ans, donc ça va faire 37 ans que je fais le marché. Bon, au début, on ne vendait pas, par exemple. Mais bon, on y était, avec mon grand-père. Allez, voilà. Eh ben, on espère début juillet, mais l'année dernière j'avais commencé le 8 juin, donc à peu près 3 semaines minimum. Christophe réalise 90% de ses ventes sur le marché. Il commercialise le reste dans quelques épiceries de producteurs. Cela lui permet de maîtriser sa production de A à Z. Ben, disons que c'était un choix délibéré, parce que déjà ça me plaisait, le marché, et puis d'avoir le contact avec les gens. C'est un peu difficile en ce moment parce que les marchés en fréquentation baissent. Il y a des questions à se poser d'ici 5-10 ans, quoi. Peut-être même avant. Il n'y a pas de renouvellement, quoi. Très peu, très peu, sur les marchés. Il y a d'autres modes de consommation, quoi. Les gens, soit des AMAP, soit des drives, soit voilà, ils ont changé les habitudes de consommation. En véritable amoureux du marché, Christophe s'applique à faire vivre les villes de Groslay, Castres et Mazamet. À l'est du pays castrais, à Montredon-la-Bessonnier, Ève Boismartel et son mari Yves se sont reconvertis professionnellement il y a une quinzaine d'années pour se lancer dans une production plus atypique, le safran. Très anciennement inscrit dans le pays castrais, sa culture en avait peu à peu disparu. T'as trouvé des beaux, ils sont beaux ceux-là. Ils sont quand même humides. Hein. Ouais, enfin il y a de l'humidité, mais tu sais, il y a encore de la racine. Ça commence à sécher là, avec le temps qu'il fait. Ils sont beaux, j'adore. De toute façon, là, il ne prévoit pas de pluie pour les 10 prochains jours, donc Ça va sécher. Là, ça va sécher On va peut-être tranquillement. retirer les pots qui sont trop humides. Le safran se cultive dans le Tarn, enfin disons on a des traces écrites depuis le XIIe siècle, alors peut-être qu'il y en avait avant, mais les premières traces qu'on a sont du XIIe siècle. Et du XIIe au XVIIIe siècle, il se produisait ici 200 quintaux de safran par an, ce qui fait presque 10 tonnes. Et croyez-moi, c'est beaucoup pour du safran, puisque nous on a 21 000 pieds en terre et les bonnes années, qui sont rares, nous faisons 400 grammes de production. Donc on pense que tous les paysans de la région avaient leur carré de safran pour arriver à annuellement faire de telles quantités. Parce qu'en fait, même à l'époque, c'était une culture de petite surface, puisqu'elle est très demandeuse en main-d'œuvre.
On n'en est plus du tout à 10 tonnes. Hein. Si on fait 2-3 kilos par an à tout le monde dans le Tarn, ça doit être bien le maximum. Parce qu'en fait, c'est une culture aléatoire de petites quantités. Alors, on est quelques-uns dans le département à le faire, mais à vraiment chef d'exploitation avec uniquement le safran comme production, on doit être 1 ou 2. Parce que la plupart ont un petit carré en plus d'autre chose ou le font de manière non professionnelle. En ce début d'été, le safran est en dormance. C'est le moment de dédoubler les bulbes. Le safran étant une fleur stérile, il se multiplie en formant de nouveaux bulbes. Il n'y a rien de mécanisé hein, pour le safran, que ce soit la plantation, la déplantation, le désherbage, le travail sur les fleurs, il n'y a rien de mécanisé, hein, tout se fait vraiment à la main, quoi. Et quand on est en période de floraison, donc de début octobre à mi-novembre, on se bichonne les ongles un mois avant, puisqu'après on va travailler avec nos ongles pour la cueillette, ainsi que pour l'ouverture des fleurs pour pouvoir récupérer les Quand on a les ongles pistilles. cassés, c'est la galère. Maintenant que leur production fonctionne bien, Ève et Yves travaillent toujours avec 1 an d'avance, car le safran gagne en arôme avec le temps. Une façon d'obtenir un safran de qualité dans cette région qui offre un terroir approprié à sa culture. En fait, ce qu'il n'aime pas, c'est les terres qui conservent l'eau dans ses pieds. Donc ici, en gros, il y a plusieurs endroits de la région qui conviennent parfaitement à sa culture. Donc il aime les étés chauds, les vrais hivers, et puis des pluies au printemps et à l'automne. Donc en général, c'est ce qui se passe ici. Donc, voilà, et là je suis contente, ils sont très beaux. C'est un beau résultat, ça. Des fois, on déterre que des petits. Donc l'année est plutôt belle pour les bulbes. Yves et Ève transforment une grande partie de leur production et la vendent sur les marchés et dans leurs boutiques à Castres. Aujourd'hui appelée la Petite Venise du Tarn, on peut y découvrir les maisons colorées construites au Moyen-Âge, qui servaient aux tisserands et aux tanneurs, et qui firent la prospérité de la cité castraise. Les richesses du pays castrais sont désormais entre les mains de ces hommes et de ces femmes qui s'évertuent à mettre en valeur les produits de leur terroir et à respecter leurs traditions. Aujourd'hui, je vous propose des noisettes d'agneau, jus café-chocolat, pressé de légumes. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 500 g de filet d'agneau, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, sel, poivre du moulin. Pour le jus café-chocolat, 2 décilitres de jus de volaille, 10 g de beurre, 15 g d'expresso serré ou de café, 2 carrés de chocolat noir. Pour l'ail confit, 4 gousses d'ail, 100 g de graisse de canard, 1 brin de thym, une feuille de laurier. Pour le gâteau de légumes, 1 aubergine, 1 courgette, 2 tomates de 50 g, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour l'ail confit, dans une casserole, confire l'ail avec de la graisse de canard et le thym, le laurier, en laissant cuire pendant 1 heure à feu doux, sans ébullition. Pour le gâteau de légumes, taillez l'aubergine, la courgette et les tomates en rondelles de 3 mm d'épaisseur. Colorez à l'huile d'olive les aubergines et les courgettes. Salez, poivrez, puis égouttez sur du papier absorbant. Dans les ramequins huilés, montez des gâteaux en empilant les légumes en couches, comme pour un millefeuille. Commencez par une rondelle de tomate, puis l'aubergine et la courgette, et ainsi de suite, en terminant par l'aubergine. C'est important de terminer par l'aubergine, car l'aubergine a une texture plus ferme que la tomate ou que la courgette. Cuire au four 15 minutes à 180 degrés. Pressez légèrement à la sortie du four pour les tasser. À défaut de ramequin, vous pouvez utiliser une tasse ou un emporte-pièce un peu large. Pour le jus café-chocolat, chauffez le jus de volaille et le montez au beurre. Ajoutez le café et le chocolat, salez, poivrez. Coupez les filets en noisettes d'agneau, salez, poivrez, puis les saisir à l'huile d'olive 2 à 3 minutes de chaque côté. Pour le dressage, démoulez et placez un gâteau de légumes sur chaque assiette en enlevant l'excédent de jus si besoin avec du papier absorbant. Ajoutez une gousse d'ail confite, nappez le fond de l'assiette de jus café-chocolat et disposez enfin les noisettes d'agneau par-dessus.
Je vous souhaite une excellente dégustation et à très vite.